L'odeur de chair brûlée remplit la buanderie avant que je ne réalise qu'elle venait de moi. Je hurlai et reculai d'un coup sec. Mais mon père enfonça plus fort le fer à repasser en fonte brûlant contre mon poignet. Le métal siffla contre ma peau. Les larmes brouillèrent ma vue. Je n'entendais même plus ma propre voix à cause de la douleur. Papa ne haussait jamais le ton. Il souriait froidement, calmement. Comme si brûler sa propre fille n'était pas plus émouvant que de repasser une chemise. Il se pencha suffisamment près pour que je sois la seule à l'entendre. Une déclaration de ta part. Il souleva lentement le fer de mon poignet. De la vapeur s'élevait de la peau couverte de cloques. Et vous disparaîtrez tous les deux pour toujours. Je m'effondrai sur le sol de la buanderie, serrant mon bras contre ma poitrine. La douleur était si intense qu'elle me donna la nausée. Depuis le couloir, j'entendais des agents de police entrer dans la maison, des ambulanciers crier. Quelqu'un demandait un autre sac médical. Papa débrancha le fer, le replaça soigneusement sur la planche à repasser. Puis baissa les yeux vers moi. Quand ils poseront des questions, dit-il en ajustant sa chemise. Ta mère a glissé. Tu es arrivé après. Tu n'as rien vu. Puis il ouvrit la porte de la buanderie et sortit calmement, comme s'il ne s'était rien passé. Comme s'il n'avait pas marqué sa propre fille au fer rouge. 30 minutes plus tôt. Je dormais après une garde de 14 heures aux soins intensifs de traumatologie. Mon téléphone explosa sous les appels entrants. Maman, maman, maman. Puis un dernier message vocal. Je répondis. Je n'entendis que des murmures, puis des sanglots. Ensuite Naomi. Sa voix était à peine audible. Aide-moi. La ligne devint muette. J'attrapais déjà mes clés de voiture avant de réaliser que je n'avais pas mis de chaussures. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents dura 11 minutes. Cela me parut 11 secondes. Chaque feu rouge dura une éternité. Chaque kilomètre resserra ma poitrine. Quand je m'engageai dans l'allée, la porte d'entrée était grande ouverte. Une lumière de Porsche clignotait. Quelque chose semblait immédiatement anormal. Je courus à l'intérieur. Le salon semblait avoir été traversé par une tornade. Une table basse brisée. Des cadres de photos cassés. Une lampe renversée. Du sang étalé sur le parquet. Mon cœur s'arrêta. Maman. Pas de réponse. Je suivis la traînée de sang jusqu'à la cuisine. Elle était allongée à côté du réfrigérateur, à peine consciente. Des ecchymoses violettes entouraient déjà son cou. Sa respiration arrivait en courtes et douloureuses inspirations. Je m'agenouillai à côté d'elle. Maman. Elle tendit faiblement la main vers moi. Ses doigts tremblaient. Elle ne put terminer. En tant qu'infirmière en soins intensifs de traumatologie, je reconnus immédiatement les signes. Strangulation manuelle, lésion des voies respiratoires, gonflement interne possible. Je vérifiai son pouls. Faible mais présent. J'attrapai mon téléphone. Avant que je puisse composer le numéro, des sirènes retentirent dehors. Un des voisins avait déjà appelé le 911. En quelques instants, les ambulanciers se précipitèrent par la porte d'entrée. Des agents de police suivirent. Tout devint un chaos contrôlé. Matériel médical, questions, communication radio. Un ambulancier me déplaça doucement sur le côté. On s'occupe d'elle. Je hochai la tête, puis regardai autour de moi dans la cuisine. Papa n'était pas là. L'agent Daniel Mercé s'approcha de moi. Êtes-vous Naomi Sinclair? Oui. Nous aurons besoin d'une déclaration. Je sais. Il hocha la tête vers l'équipe de l'ambulance. D'abord, laissez-les stabiliser votre mère. Je l'ai regardé charger maman sur une civière. Ses yeux trouvèrent les miens pendant une seconde seulement. Elle avait l'air terrifiée. Pas de mourir,
mais de parler. Papa apparut soudain dans le couloir. Sa chemise était parfaitement propre, ses cheveux soigneusement peignés. Si je n'avais pas vu le sang sur le sol de la cuisine, j'aurais cru qu'il venait juste de rentrer d'un dîner. Il me regarda directement. Naomi. Nous devons parler. Je le fixai. Non. Il sourit poliment pour le bénéfice des agents. Cela ne prendra qu'une minute. L'agent Mercé nous jeta un coup d'œil. Soyez bref. Papa posa doucement une main sur mon épaule. Quiconque regardait aurait pensé qu'il réconfortait sa fille. Au lieu de cela, il me guida vers la buanderie. Dès que la porte se referma, son visage changea complètement. La chaleur disparut. Il ne resta que la colère. Il verrouilla la porte. Je reculai. Qu'est-ce que tu fais? Il marcha vers une vieille planche à repasser près de la machine à laver. Dessus se trouvait le lourd fer à repasser en fonte de grand-mère. Le genre qui restait chaud pour toujours. Il le brancha au mur. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Il ne répondit jamais. Au lieu de cela, il regarda la petite lumière orange, en attendant. Le silence devint insupportable. Enfin, la lumière s'éteignit. Il prit le fer, le testa contre une vieille serviette. Le tissu fuma immédiatement. C'est seulement alors qu'il me regarda. Quand le détective Brox posera des questions, tu lui diras que Carole a glissé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'avais regardé l'ambulance emmener maman. J'avais vu les ecchymoses autour de son cou. Tu as essayé de la tuer. Son expression ne changea pas. Je t'ai posé une question. Je ne mentirai pas à la police. Sa mâchoire se serra. Tu ne comprends pas. Non. C'est toi qui ne comprends pas. Je tendis la main vers la poignée de la porte. Il bloqua mon chemin. Je m'en vais. Non. Il souleva le fer. Tu leur diras exactement ce que je dis. Je secouai lentement la tête. Je ne commettrai pas de parjure pour toi. Il sourit. Un sourire lent et terrifiant. Je savais que tu dirais ça. Avant que je puisse bouger, il attrapa mon bras gauche, força mon poignet sur la planche à repasser. Puis appuya le fer brûlant directement sur ma peau. La douleur explosa dans tout mon corps. Je hurlai. L'odeur de chair brûlée remplit la pièce. Il ne broncha pas. Il se contenta de regarder, puis murmura. Une déclaration de ta part. Il souleva le fer. Et vous disparaîtrez tous les deux pour toujours. Mes genoux cédèrent. Je m'effondrai sur le sol. Dehors, quelqu'un frappa bruyamment à la porte de la buanderie. Monsieur, dit une voix d'agent de police. Tout va bien là-dedans? Papa débrancha le fer, lissa sa chemise, déverrouilla la porte. Il sourit à l'agent. Ma fille est bouleversée. L'agent Mercé regarda au-delà de lui, puis me vit allongé sur le sol. Vit mon poignet couvert de cloques, vit les larmes couler sur mon visage. Son expression changea instantanément. Que s'est-il passé? Papa répondit avant que je puisse le faire. Elle a attrapé le fer par accident. L'agent me regarda. Pas papa, seulement moi. Je me levai lentement. Chaque battement de cœur envoyait une nouvelle vague d'agonie dans mon bras. Je regardai au-delà de l'agent Mercé.
Une femme en tailleur marine venait d'entrer par la porte d'entrée. Elle portait un badge de détective accroché à sa ceinture. Elle se présenta. Naomi. Je suis le détective Elena Brox. J'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui c'est. Passez ici ce soir. Les yeux de papa se fixèrent sur les miens, m'avertissant, me suppliant, me menaçant. Je baissai les yeux sur la cloque qui s'étendait sur mon poignet. Puis vers l'ambulance qui emmenait ma mère. Je pris une lente inspiration et pris la décision qui changerait chaque vie dans ma famille. Je dis la vérité. Je donnai ma déclaration avec mon poignet brûlé plongé dans un bol d'eau fraîche et stérile. Toutes les quelques secondes, la douleur traversait mon bras comme de l'électricité. Mais ce n'était pas la brûlure qui faisait le plus mal. C'était de regarder mon père debout à 6 mètres de là dans la cuisine de mes parents, buvant calmement un verre d'eau pendant que les détectives photographiaient le sang où ma mère avait failli mourir. Il ne paniquait pas. Il ne pleurait pas. Il ne demandait pas si maman survivrait. Il me regardait, attendant de voir si je mentirais. Le détective Elena Brox s'assit en face de moi dans la salle à manger. Elle alluma un enregistreur numérique. Naomi, je ne vous poserai la question qu'une seule fois. Si vous avez besoin d'une pause, dites-le moi. Je hochai la tête. Elle commença doucement. Quand êtes-vous arrivé? Environ 12 minutes après l'appel de ma mère. Qu'avez-vous vu? La porte d'entrée était ouverte. Le salon était détruit. Il y avait du sang sur le sol. Et ma mère. Dans la cuisine, à peine consciente. J'avalai difficilement. Elle avait des ecchymoses autour du cou. Le détective Brox prit une note. Avez-vous vu votre père agresser votre mère? Non. Je suis arrivé après. Quelqu'un vous a-t-il forcé à changer votre déclaration? Je levai lentement mon poignet brûlé. Lui. La pièce devint complètement silencieuse. Elle regarda la blessure. Puis me regarda à nouveau. Dites-moi exactement comment c'est arrivé. Je décrivis tout, la buanderie, le vieux fer en fonte, l'odeur, ses paroles, sa menace. Personne ne m'interrompit. Quand j'eus terminé, le détective Brox éteignit calmement l'enregistreur. Merci. Puis elle se leva. Marcha directement dans la cuisine. Monsieur Sinclair. Je suis le détective Elena Brox. J'ai besoin de vous poser quelques questions. Papa sourit poliment. Bien sûr. Je n'ai rien à cacher. J'eus presque envie de rire. Il avait presque étranglé une femme et en avait brûlé une autre. Pourtant, il croyait encore pouvoir s'en sortir en parlant. Pendant ce temps, un médecin urgentiste examina mon poignet. Le docteur Andrew Collins retira soigneusement le pansement de refroidissement temporaire. Même après des années en médecine de traumatologie, je luttais pour ne pas regarder. La peau avait déjà formé des cloques. Des parties étaient devenues blanches, d'autres rouge foncé. Il soupira doucement. Ce n'était pas un contact accidentel. Je le regardais. Que voulez-vous dire? Il montra la blessure. Les gens qui touchent accidentellement un fer chaud retirent instinctivement leurs mains. Il traça les contours de la brûlure sans la toucher. Cela a nécessité une pression soutenue. Quelqu'un l'a maintenu là. Il documenta chaque mesure. Chaque photographie. Chaque observation. Puis me regarda directement. Je sais que vous êtes infirmière. Donc je vais être honnête. Cette cicatrice restera probablement avec vous. Je regardai mon poignet.
Pour la première fois, je réalisais qu'il avait probablement raison. La brûlure guérirait, mais elle ne disparaîtrait jamais. 2 heures plus tard, maman reprit suffisamment conscience pour parler. Le détective Brox demanda si je voulais assister. Je secouai la tête. Non. Elle doit parler sans s'inquiéter pour moi. J'attendis dehors pendant 37 minutes. Assez longtemps pour imaginer toutes les réponses possibles. Enfin, le détective sortit. Elle ne me dit pas ce que maman avait dit. Au lieu de cela, elle demanda. Voudriez-vous un café? Cela me surprit. Nous nous assîmes dans la cafétéria presque vide de l'hôpital. Elle remua lentement sa tasse, puis parla. Votre mère n'est pas prête à dire toute la vérité. Mon cœur se serra. Elle l'a nié? Non. Elle a confirmé qu'il y avait eu une dispute. Elle a confirmé avoir été blessée. Mais elle est terrifiée. Je fermai les yeux. Elle a peur qu'il la tue si elle parle. Le détective Brox hocha la tête. J'ai déjà vu ça. Moi aussi. Murmurai-je. En tant qu'infirmière en soins intensifs, j'avais soigné des femmes exactement comme ma mère. Des femmes qui s'excusaient pour des côtes cassées. Des femmes qui prétendaient être rentrées dans des portes. Des femmes qui insistaient que tout allait bien tout en regardant le sol. Je n'avais jamais imaginé que ma propre mère deviendrait l'une d'elles. Cet après-midi-là, mon frère aîné Travis arriva enfin. Il se précipita dans l'hôpital en ayant l'air épuisé. Au moment où il vit mon poignet bandé. Que s'est-il passé? Papa? Son visage devint blanc. Non. Ne dis rien. Je ne veux pas entendre ça. Je le fixai. Tu penses que je me suis brûlé moi-même? Je pense, il lutta pour trouver les mots. Je pense que tout le monde est ému. Je n'arrivais pas à y croire. Maman a failli mourir. Sa voix devint plus forte. Papa a dit qu'elle a glissé. Je ris amèrement. Glisser dans des empreintes autour de son propre cou. Il détourna le regard. Il a dit que tu avais mal compris. Et le fer? Il a dit que tu l'avais attrapé. Je me levai lentement. Chaque mouvement envoyait une nouvelle pointe de douleur dans mon poignet. Viens avec moi. Il fronça les sourcils. Où? Je le conduisis dans la salle de soins. Le docteur Collins était justement en train de changer mon pansement. La brûlure fraîche fut exposée. Travis détourna immédiatement le regard. Le médecin lui jeta un coup d'œil. De la famille? Mon frère? Le docteur Collins hocha la tête. Cette blessure n'était pas accidentelle. Travis le regarda à nouveau. Quoi? Le motif de la brûlure est compatible avec un contact prolongé. Il marqua une pause. Pas un contact accidentel. Silence. Puis le docteur Collins nous laissa seuls calmement. Travis fixa mon poignet. Sa voix se brisa. Je ne savais pas. Je le regardai directement dans les yeux. Tu ne voulais pas savoir. Il ne put répondre car nous savions tous deux que c'était vrai. Il avait passé des années à choisir la version plus facile de papa, pas la vraie. Ce soir-là, le détective Brox revint. Elle portait un mince dossier. Nous avons commencé à recueillir les déclarations des témoins.
Quel témoin? Les voisins. Elle ouvrit le dossier. La femme d'en face a appelé le 911. Elle a déclaré avoir entendu des cris. Une autre page. L'homme d'à côté a entendu quelqu'un crier. Elle lut directement la transcription. Tu quitteras cet endroit dans un sac mortuaire. Mon estomac se serra. Papa. Une autre déclaration. Un adolescent voisin m'avait vu arriver après que la dispute avait déjà commencé. Je levai les yeux. Donc papa ne peut pas me blâmer. Elle hocha la tête. Son chronologie s'effondre déjà. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte. Il y aura probablement plus de pression de la part de votre père, de la famille. De quiconque veut que cela disparaisse. Elle croisa mon regard. Pouvez-vous continuer à dire la vérité? Je baissai les yeux sur le pansement frais couvrant mon poignet. La douleur, la cicatrice qui resterait pour toujours. Puis je répondis sans hésitation. Il a déjà pris ma peau. Je ne lui donnerai pas ma voix non plus. Pendant les 3 semaines suivantes, personne ne fut arrêté. Cela surprit presque tout le monde dans ma famille. Papa dit aux proches. Vous voyez, si j'avais fait quelque chose de mal, il m'aurait déjà emmené. Il confondait patience avec faiblesse. Le détective Brox expliqua plus tard pourquoi. Les affaires de violence domestique ne se construisent pas en un jour. Elles se construisent pièce par pièce. Et une fois qu'elles sont prêtes, elles ne s'effondrent pas. Je retournai au travail avec mon poignet enveloppé dans un épais pansement blanc. Les patients demandaient ce qui s'était passé. Je souriais poliment. Accident de cuisine. Pas parce que j'avais honte. Mais parce que mon histoire n'avait pas sa place dans une chambre de soins intensifs. Mais chaque fois que je changeais le pansement, la brûlure me rappelait les paroles de papa. Une déclaration de ta part. Je ne les ai jamais oubliées. Le détective Brox non plus. Un après-midi. Elle appela. Pouvez-vous me retrouver? Où? Le quartier de vos parents. Quand j'arrivai, elle ne se tenait pas devant la maison de mes parents. Elle se tenait de l'autre côté de la rue avec une femme d'âge moyen. Voici Madame Lorraine Ellis. La femme sourit nerveusement. Je vis à côté depuis 22 ans. Elle eut l'air embarrassée. J'aurais dû appeler plus tôt. Je fronçai les sourcils. Que voulez-vous dire? Des larmes emplirent ses yeux. Ce n'était pas la première fois. Mon estomac se serra. Elle montra du doigt la maison de mes parents. Pendant des années, j'ai entendu des cris, des portes qui claquent. Des choses qui se brisent. Mais chaque fois que je demandais à votre mère, elle sourit. Elle disait que tout allait bien. Je fermais les yeux. Combien de nuits maman avait-elle caché la vérité pendant que tout le monde autour d'elle croyait le mensonge? Madame Ellis continua. La nuit où vous êtes venu. J'ai entendu votre père crier. Elle regarda directement le détective Brox. Je n'oublierai jamais ces paroles. Le détective ouvrit son carnet. Madame Ellis murmura. Tu quitteras cet endroit dans un sac mortuaire. Silence. Puis elle ajouta quelque chose que personne n'attendait. J'ai regardé par ma fenêtre de cuisine. Vous êtes arrivé presque 5 minutes plus tard. Le détective Brox hocha la tête. Vous en êtes certaine? J'ai vérifié mes lumières de sécurité après. Elles se sont activées quand la voiture de Naomi s'est engagée dans l'allée. Elle me regarda. Chérie.
Vous n'étiez même pas dans la maison quand votre mère a été attaquée. Cette seule déclaration détruisit le dernier mensonge de papa. Il avait commencé à dire aux proches que j'avais commencé la dispute. Maintenant, une voisine m'avait placé dehors. Un autre témoin se présenta le lendemain. Owen Parker, 18 ans. Il promenait son chien ce soir-là. J'ai vu la voiture de Naomi. Il montra la rue du doigt. Elle était encore en train de se garer. Il regarda le détective Brooks, mais j'ai entendu des cris avant qu'elle n'arrive. L'histoire de papa se fissura. Pas parce que quelqu'un essayait de le piéger, mais parce que la vérité continuait d'arriver de gens ordinaires. Pendant ce temps, les techniciens de la police scientifique terminèrent le traitement de la maison. Ils ne trouvèrent pas d'enregistrement secret, de caméras cachées ou de preuves miraculeuses. Ils trouvèrent exactement ce que les luttes violentes laissent habituellement derrière elles. Porte d'armoire brisée, motif de transfert de sang, une chaise de salle à manger fracassée. Des marques de doigts compatibles avec une strangulation manuelle. Tout correspondait aux blessures de maman. Tout correspondait aux photographies prises cette nuit-là. Rien ne correspondait à la version de papa. Puis papa commit une autre erreur. Le détective Brooks m'invita à examiner des portions de son entretien enregistré. Pas tout l'enregistrement, seulement les sections documentant les incohérences. Dans le premier entretien, il affirmait que maman était tombée près de l'évier de la cuisine. Dans le second, il disait qu'elle avait glissé à côté du réfrigérateur. Dans un autre, il insistait sur le fait que j'étais arrivé avant la dispute. Plus tard, il affirmait que j'étais arrivé après. Chaque entretien changeait. Chaque correction créait une autre contradiction. Le détective Brooks arrêta calmement l'enregistrement. Il essaie sans cesse d'améliorer son histoire. Elle me regarda. Le problème, c'est que la vérité n'a jamais besoin de révision. À l'hôpital, la vie continua jusqu'à un soir où je reçus une visite inattendue. Mon frère Travis. Il se tenait devant l'entrée des employés avec un petit sac en papier. « Je te dois quelque chose. » « Quoi ?» Il me le tendit. À l'intérieur se trouvait l'ancien téléphone portable de maman. Je l'ai trouvé caché dans la boîte à outils de papa. Je levai les yeux. Quoi? Il avait dit à tout le monde qu'il avait disparu. Ce n'était pas le cas. Mes mains commencèrent à trembler. Pourquoi me le donnes-tu? Il avait l'air épuisé. Parce que, il avala difficilement. J'ai enfin arrêté de me demander si papa pouvait faire ça et commencé à me demander s'il l'avait déjà fait. Je le fixais. Qu'est-ce qui a changé? Il regarda mon poignet. Je n'arrêtais pas de penser à cette brûlure. J'entendais sans cesse papa dire que c'était un accident. Il secoua la tête. Mais les accidents ne laissent pas d'empreinte. Sa voix se brisa. J'ai passé des années à le croire parce que c'était plus facile. J'en ai fini. Le téléphone était gravement endommagé. L'écran était fissuré, mais il s'alluma encore. Le détective Brooks obtint immédiatement un mandat pour l'examiner. Quelques jours plus tard, elle appela à nouveau. Nous avons récupéré des messages supprimés. Quel genre? Des menaces. Pas d'inconnu. De papa, des mois avant l'attaque. Message à maman. Si tu me quittes, personne ne te retrouvera jamais. Un autre? Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Famille vivante. Puis un autre? La prochaine fois que tu appelles la police, assure-toi qu'ils amènent un coroner. Je me sentis malade. Aucun de ces messages ne prouvait à lui seul ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais ensemble ils montraient un schéma. Un schéma de peur. Un schéma de contrôle. Un schéma avec lequel maman vivait depuis des années. Plus tard ce soir-là, le détective Brooks rendit visite à maman.
Pendant près de 2 heures, elles parlèrent seules. Quand elle sortit, son expression avait changé. Je me levai. Est-ce qu'elle va bien? Le détective sourit doucement pour la première fois. Je pense qu'elle croit qu'il ne peut plus l'atteindre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, elle regarda vers la chambre d'hôpital de maman. Elle est prête à dire toute la vérité. Pendant des semaines, papa avait cru que la peur garderait tout le monde silencieux. Il avait tort. La peur avait fonctionné pendant des années. Mais le courage devenait enfin contagieux. La première fois que je vis ma mère sourire à nouveau, elle signait les papiers de divorce. Non pas parce qu'elle était heureuse, mais parce que pour la première fois en 34 ans. Personne ne se tenait au-dessus de son épaule pour lui dire ce qu'elle avait le droit de faire. Elle regarda la dernière page, signa son nom lentement, puis murmura doucement. J'aurais dû le faire il y a des années. Je serrai sa main. Non. Tu l'as fait quand tu as enfin cru que tu survivrais. Elle hocha la tête. Des larmes emplirent ses yeux. Je pensais sans cesse, si je reste. Il finira par redevenir l'homme que j'ai épousé. Elle baissa les yeux. J'ai enfin accepté que cet homme n'avait jamais existé. 3 jours plus tard. Le détective Elena Brock s'appela. J'ai besoin de vous et de votre frère. Mon frère? Oui. Travis avait demandé à rencontrer en privé, non pas parce que les détectives l'avaient forcé, mais parce qu'il avait quelque chose à dire. Quand nous arrivâmes au bureau du procureur, Travis avait l'air épuisé. Il posa une vieille boîte en carton sur la table de conférence. J'ai trouvé ça en nettoyant le garage de papa. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de vieilles cassettes, des téléphones jetables, un carnet et plusieurs clés USB. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il répondit doucement. Papa gardait tout. Le détective Brock ouvrit soigneusement le carnet. Chaque page contenait des dates, des disputes, des noms de personnes. De l'argent qu'il croyait que d'autres lui devaient. À côté de nombreux noms, un mot apparaissait sans cesse, pression. Puis une autre page. Le nom de maman. En dessous, plusieurs phrases manuscrites, menacées de divorce. Cacher les cartes bancaires. Prendre le téléphone. Faire choisir Naomi. Mon cœur s'arrêta. Là, près du bas de la page. Une phrase avait été soulignée 2 fois, si Naomi parle à la police. Fais-lui changer sa déclaration. La pièce devint complètement silencieuse. Le détective Brock ferma le carnet. Ce n'était pas de la colère. Elle me regarda directement. C'était une planification. Travis hocha lentement la tête. Je sais. Il plongea à nouveau dans la boîte. Sortit un vieux téléphone à clapet. Il appartenait à papa. Je l'ai chargé hier. Que as-tu trouvé? Il avala difficilement. Des messages vocaux. Le détective Brock obtint un mandat avant que quiconque ne touche l'appareil. Le lendemain après-midi. Les spécialistes en criminalistique avaient récupéré plusieurs enregistrements. Le premier datait de plusieurs mois. La voix de papa remplit la pièce. Carole. Si tu me quittes un jour, tu regretteras de respirer. Le second. Naomi prend toujours ton parti. Un jour, elle apprendra ce qui arrive aux traîtres. Personne ne parla. Puis vint le dernier enregistrement. Réalisé seulement 5 jours avant l'agression. La voix de papa semblait effrayamment calme. Si l'un de vous détruit cette famille,
Je la finirai moi-même. La pièce devint silencieuse. Personne n'avait besoin de musique dramatique. Personne n'avait besoin de discours émouvants. Sa propre voix était devenue le témoin le plus fort. Une semaine plus tard, maman prit une décision à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Elle demanda au détective Brooks de programmer un autre entretien. Cette fois, elle voulait que tout soit enregistré. Pas d'interruption, pas de pause, pas de protection pour papa pendant près de 3 heures. Elle décrivit 34 ans de maltraitance. La première gifle, la première menace. La première fois qu'il avait enroulé ses mains autour de son cou. Chaque fois qu'elle avait presque quitté, chaque raison pour laquelle elle était restée. Quand l'entretien se termina, le détective Brooks éteignit calmement l'enregistreur. Carole. Elle sourit doucement. Vous avez probablement aidé plus de victimes aujourd'hui que vous ne le saurez jamais. Maman pleura plus fort que je ne l'avais jamais vue. Pas parce qu'elle se souvenait de la maltraitance. Mais parce qu'elle avait enfin arrêté de la porter seule. Pendant ce temps, papa ne pouvait s'empêcher de commettre des erreurs. Malgré l'ordonnance de protection, il demanda à des proches de me transmettre des messages. Dis à Naomi qu'elle détruit sa mère. Dis-lui que les témoins changent d'avis tous les jours. Dis-lui que cela finit mal si elle continue à parler. Chaque message fut documenté. Chaque proche signala le contact. Chaque violation fut ajoutée au dossier. Puis quelque chose arriva qui surprit tout le monde. L'avocat de papa lui-même demanda une réunion privée avec les procureurs. Non pas pour négocier une culpabilité, mais pour clarifier quelque chose. Après coup, Marcus Holloway, l'adjoint du procureur, nous l'expliqua. L'avocat de votre père ne défend pas ce qui s'est passé. Il essaie d'empêcher son client d'aggraver la situation. Qu'est-ce que cela signifie? Marcus soupira. Même après tout ça, votre père croit encore que tout le monde est le problème. Il refuse d'accepter la responsabilité. Je regardai vers la fenêtre du tribunal. Alors rien n'a changé. Marcus secoua la tête. Non. Tout a changé. Pour la première fois. Les gens n'ont plus peur de dire la vérité. 2 semaines plus tard. Le grand jury rendit des actes d'accusation basés sur les preuves recueillies pendant l'enquête. Pas parce que Naomi voulait se venger. Pas parce que Carole exigeait une punition. Parce que les témoins ont parlé, que les experts médicaux ont documenté les blessures. Que les voisins se sont présentés. Et que mon père n'arrivait pas à arrêter de se contredire. Ce soir-là, je rendis visite à maman dans son nouvel appartement. Il n'était pas grand. Les meubles ne correspondaient pas. La moitié des murs étaient encore vides. Elle se tenait sur le petit balcon avec 2 tasses de thé. Ça n'a pas l'air de grand-chose. Je souris. Ça a l'air paisible. Elle hocha la tête. J'avais oublié ce que paisible voulait dire. Nous restâmes là tranquillement, regardant le soleil disparaître derrière les bâtiments. Puis elle posa la question que je redoutais. Penses-tu qu'il nous pardonnera un jour? Je regardai la cicatrice qui commençait à se former sur mon poignet. Puis vers elle. J'ai arrêté d'espérer qu'il nous pardonne. La nuit où il a décidé que la vérité méritait d'être brûlée. Elle glissa sa main dans la mienne pour la première fois. Aucune de nous ne recula parce que la peur avait enfin perdu la chose la plus forte qu'elle ait jamais eue. Notre silence. Le procès dura 6 jours, non pas parce que les faits étaient compliqués, mais parce que 34 ans de peur ne pouvaient pas s'expliquer en un seul après-midi. Le premier matin, j'entrai au tribunal en portant des manches longues. Non pas pour cacher ma cicatrice, mais pour me rappeler que j'étais plus que cela. Quand j'entrai dans la salle d'audience, papa avait exactement l'apparence qu'il avait toujours eue, costume parfaitement repassé.
Cheveux soigneusement peignés, expression calme. Si quelqu'un était entré sans connaître l'affaire, il aurait cru qu'il était la victime. Il sourit quand il me vit. C'était le même sourire qu'il avait porté en tenant le fer brûlant pour la première fois. Cela ne m'effraya pas. L'adjoint du procureur Marcus Holloway se tint devant le jury. Il ne commença pas par ma brûlure ou les blessures de ma mère. Il leva une photographie de famille prise des années plus tôt. Maman, papa, Travis, moi, tous les 4 souriant devant un sapin de Noël. Il plaça la photographie sur l'écran d'épreuve. Voici, il regarda vers le jury. La famille que M. Sinclair prétend protéger. Il marqua une pause. Les preuves montreront qu'il en était le plus grand danger à l'intérieur. Le premier témoin fut le docteur Andrew Collins. Il expliqua ma brûlure en langage simple. Pas de jargon médical, pas d'exagération dramatique. Il afficha des photographies haute résolution de mon poignet. Puis les compara avec des brûlures domestiques accidentelles. Les motifs de la blessure sont différents. Il montra l'écran. Une brûlure accidentelle montre généralement un mouvement immédiat. La blessure de ma patiente a démontré un contact prolongé. Le procureur demanda. Docteur, selon votre opinion professionnelle, quelqu'un pourrait-il recevoir accidentellement cette blessure en touchant brièvement un fer chaud? Non. Pourquoi pas? Parce que le fer est resté contre la peau suffisamment longtemps pour détruire plusieurs couches de tissu. La salle d'audience devint silencieuse. Puis le détective Elena Brox témoigna. Elle guida soigneusement le jury à travers chaque étape de l'enquête, les photographies, les preuves de sang, les meubles endommagés, les déclarations contradictoires, les menaces récupérées. Elle ne haussa jamais la voix. Elle ne spécula jamais. Elle relia simplement un fait vérifié au suivant. Marcus Holloway afficha 2 transcriptions d'entretien. Dans votre premier entretien, il regarda vers le jury. Monsieur Sinclair a affirmé que Carole était tombée à côté de l'évier de la cuisine. Une autre page apparut. Dans son deuxième entretien, elle est tombée à côté du réfrigérateur. Un autre plus tard, il a affirmé que Naomi avait causé la dispute, puis un autre. Et finalement, il a admis que Naomi était arrivée après que Carole avait déjà été blessée. Marcus ferma lentement le dossier. Détective. Que indiquent généralement des contradictions répétées? Elles indiquent que quelqu'un change une histoire au lieu de se souvenir d'une. Ensuite vinrent les voisins. Madame Lorraine Ellis témoigna avoir entendu papa crier. Tu quitteras cet endroit dans un sac mortuaire. Puis Owen Parker décrivit avoir vu ma voiture arriver après que la violence avait déjà commencé. Son témoignage détruisit tranquillement la tentative de papa de me blâmer. Après le déjeuner, maman prit place à la barre des témoins. La salle d'audience devint complètement immobile. Elle avait l'air terrifiée, mais elle ne détourna jamais le regard. Marcus demanda doucement. Madame Sinclair. Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité cette première nuit? Elle prit une longue inspiration. Parce que je croyais que s'il était libéré, il tuerait ma fille. Personne n'interrompit. Personne ne bougea. Elle décrivit des années de maltraitance. Comment il l'avait isolée, contrôlé l'argent, vérifié son téléphone. Menacé quiconque essayait d'aider. Puis elle regarda vers papa pour la première fois. J'ai arrêté de protéger mon mari le jour où j'ai réalisé que j'apprenais à ma fille à accepter la peur. Plusieurs jurés essuyèrent discrètement des larmes. Puis Travis marcha jusqu'à la barre des témoins. Je n'avais jamais vu mon frère aussi nerveux. Marcus demanda. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Il regarda directement le jury. Parce que j'ai passé des années à prétendre que je ne voyais pas ce qui se passait. Il décrivit la découverte des anciens téléphones, du carnet, des messages menaçants.
Puis sa voix se brisa. Je me disais sans cesse, papa n'était pas ce genre d'homme. Il me regarda. J'avais tort. Enfin, mon père témoigna. Son avocat lui avait conseillé de ne pas le faire. Il insista. Marcus s'approcha lentement. Monsieur Sinclair. Pourquoi avez-vous brûlé le poignet de votre fille? Papa répondit immédiatement. Elle a trahi sa famille. Marcus hocha la tête, puis prit une photographie de ma cicatrice. Non. Il marcha vers le jury. Elle a refusé de trahir la vérité. Silence. Marcus continua. Vous avez demandé à votre fille de mentir à la police. Non. Vous l'avez menacée. Non. Vous l'avez brûlée. Non. Marcus appuya sur un bouton. Le message vocal récupéré de papa fut diffusé dans les haut-parleurs de la salle d'audience. Un jour, elle apprendra ce qui arrive aux traîtres. L'enregistrement se termina. Marcus demanda doucement. Est-ce votre voix? Papa fixa la table. Oui. Un autre enregistrement. Si l'un de vous détruit cette famille, je la finirai moi-même. Marcus attendit. Pas d'autres questions. Il ne restait plus rien à demander. 3 jours plus tard, le jury rendit son verdict. La salle d'audience se leva. La personne du jury déplia les formulaires de verdict. Sur les accusations soutenues par les preuves concernant l'agression sur Carole, coupable. Sur les accusations soutenues par les preuves concernant le brûlage de mon poignet pour intimider un témoin, coupable. Sur les infractions liées à l'intimidation établies pendant le procès, coupable. Le juge prononça alors des ordonnances de protection permanente empêchant papa de contacter maman. Ou moi. Pendant la procédure de divorce. Maman se vit attribuer la maison familiale et le soulagement financier que le tribunal jugea approprié selon la loi. Avant que les adjoints n'emmènent papa, il me regarda une dernière fois. Tu as détruit cette famille. Je me levai lentement. Croisai son regard et répondis avec la seule vérité qui importait. Non. Tu as essayé de me faire choisir entre ma mère et tes mensonges. Je jetai un coup d'œil à la cicatrice sur mon poignet. J'ai choisi la vérité. Il baissa la tête. Pour la première fois de ma vie. Mon père n'avait plus rien à menacer. 1 an plus tard, la cicatrice sur mon poignet avait passé d'un rouge vif à une fine ligne argentée. Les patients la remarquaient parfois. Les enfants demandaient ce qui s'était passé. Les adultes détournaient généralement le regard. Je ne la couvrais plus. Non pas parce que je voulais attirer l'attention, mais parce que je refusais de porter sa honte. Chaque matin, je franchissais les portes des soins intensifs de traumatologie en portant des manches courtes. La cicatrice me rappelait une chose, la vérité avait un prix. Mais le silence aurait coûté bien plus. Maman avait changé aussi. La femme qui s'excusait autrefois pour chaque échymose riait maintenant sans regarder par-dessus son épaule. Elle planta des fleurs dans le jardin de sa nouvelle maison. Peignit la cuisine du jaune vif que papa avait toujours détesté. Remplit chaque pièce de choses qu'elle n'avait jamais eu le droit de choisir. Un samedi matin. Elle appela. Peux-tu venir? Quand j'arrivai, un jeune érable reposait à côté d'un trou fraîchement creusé dans le jardin. Maman sourit. J'ai pensé que nous devrions planter quelque chose. Quel genre? Un arbre. Pour que chaque année nous nous souvenions que de nouvelles choses continuent de pousser. Nous passâmes l'heure suivante à le planter ensemble.
Aucune de nous ne parla beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. Le silence entre nous était paisible maintenant, pas craintif. Quand nous eûmes fini, maman brossa la terre de ses mains, puis regarda mon poignet. Est-ce que ça fait encore mal? Je baissai les yeux sur la cicatrice. Parfois quand je me souviens. Elle hocha lentement la tête. Je suis désolé. Je secouai immédiatement la tête. Non. Tu ne t'excuses plus. Tu as survécu. Moi aussi. Elle sourit. Le genre de sourire que j'avais oublié qu'elle était capable d'avoir. Quelques mois plus tard. L'hôpital me demanda de parler pendant la semaine de sensibilisation à la violence domestique. Au début, je refusais. Je suis infirmière. Pas oratrice publique. Ma superviseure sourit. Exactement. Les gens font confiance aux infirmières. L'auditorium était rempli de médecins, de travailleurs sociaux, d'agents de police. D'étudiants en soins infirmiers, de conseillers. Je me tins derrière le pupitre en portant les mêmes blouses bleu marine que je portais tous les jours. Pas d'introduction dramatique, pas de musique, juste un microphone. Je regardais autour de la salle, puis roulai ma manche gauche. La cicatrice devint visible. Ça, je posai doucement un doigt dessus. Me gênait autrefois. La salle devint silencieuse. Aujourd'hui, c'est une preuve. Je leur parlais de la peur, des patientes qui murmuraient au lieu de parler. Des membres de la famille qui répondaient à toutes les questions pour quelqu'un d'autre. Des ecchymoses que les gens essayaient d'expliquer. Puis je leur dis quelque chose que j'aurais aimé comprendre des années plus tôt. La phrase la plus dangereuse que j'ai jamais entendue n'était pas une menace. C'était « tout va bien ». Personne ne bougea. Personne ne regarda son téléphone. Quand la présentation se termina, les gens applaudirent doucement, pas bruyamment, respectueusement. Alors que tout le monde commençait à partir, une jeune infirmière resta debout près du fond de la salle. Elle ne devait pas avoir plus de 24 ans. Elle avait l'air nerveuse. Elle finit par marcher vers moi. J'ai failli ne pas venir aujourd'hui. Je souris doucement. Je suis contente que tu l'aies fait. Ses yeux s'emplirent de larmes. Ma grande sœur, elle lutta pour continuer. Cache des ecchymoses depuis des années. Je n'arrêtais pas de croire à ses excuses. Elle regarda la cicatrice sur mon poignet. Après avoir entendu ton histoire, j'ai signalé ce qui se passait. Je tendis la main et serrai la sienne. Tu ne l'as pas trahi. Tu lui as donné une chance d'être en sécurité. Elle se mit à pleurer. Moi aussi. Elle m'étreignit fort avant de partir. Je ne la revis jamais. Je n'en avais pas besoin. Cette seule conversation rendit chaque souvenir douloureux digne d'être porté. Ce soir-là, maman et moi nous assîmes sous le jeune érable que nous avions planté des mois plus tôt. Ses feuilles bougeaient doucement dans le vent d'été. Elle me tendit une tasse de thé, puis demanda doucement. Regrettes-tu parfois d'avoir dit la vérité cette nuit-là? Je regardais l'arbre, pensais à la salle d'urgence, au détective, au procès, à la cicatrice. Puis je répondis honnêtement. La cicatrice a guéri. Je tournai mon poignet vers la lumière du soleil couchant. Vivre avec un mensonge ne l'aurait jamais fait. Maman tendit la main par-dessus la table et tint ma main. Pas de peur, pas d'excuses, juste la paix. Alors que le soleil disparaissait au-delà de la clôture, je réalisais quelque chose. Papa croyait que la douleur me rendrait obéissante. Il croyait que la peur me réduirait au silence. Il croyait que brûler mon poignet effacerait la vérité. Au lieu de cela, chaque fois que je regardais la cicatrice, je me souvenais du moment exact où j'avais choisi le courage plutôt que la peur.
La cicatrice n'est jamais devenue un rappel de ce qu'il m'avait fait. Elle est devenue un rappel de ce qu'il n'avait pas réussi à arrêter. Alors que maman et moi nous tenions ensemble. Regardant l'érable se balancer doucement dans la brise du soir, je souris. Non pas parce que le passé avait disparu, mais parce qu'il ne contrôlait plus mon avenir. Il croyait que la peur me réduirait au silence. Au lieu de cela, elle est devenue la preuve qui nous a finalement libérés.